Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce concours de start-up qui est organisé ici et je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir proposé de l'animer. Donc peut-être que je vais très rapidement me présenter. Je m'appelle Guillaume Emerlin, je travaille pour la société Interface et nous gérons les pépinières et hôtels d'entreprise de Strasbourg pour le compte de l'Eurométropole. Voilà, donc il y a 3 bâtiments, la pépinière d'entreprise de Haute-Pierre, l'hôtel d'entreprise des Forges et le PH8 qui est spécialisé dans les technologies médicales innovantes. Ceci dit, ce n'est pas pour venir m'écouter moi que vous êtes venus aujourd'hui, donc je vais laisser la parole rapidement aux membres du jury pour qu'ils puissent se présenter. 2 mots quand même sur ce concours. Donc c'est un concours qui est organisé en lien avec BPI, qui a fait le sourcing des projets et qui a donc sélectionné 3 finalistes qui vont pitcher dans un instant et qui vont devoir convaincre les membres du jury. Qui vont les écouter pendant 10 minutes et qui vont les écouter pendant 7 minutes et qui répondront ensuite pendant 3 minutes à leurs questions. Donc je remercie les 3 porteurs de projet d'être là, tout simplement, et d'avoir fait le déplacement. Un mot sur le prix. Il y a un seul gagnant, on n'est pas à l'école des fans aujourd'hui, donc les 3 malheureusement ne pourront pas gagner. Un seul gagnant. Et le prix est un pass VIP pour un pitch en ligne national qui regroupe plus de 50 investisseurs et qui est du coup délivré par BPI France et Euroquity. Voilà. Donc je laisse tout de suite la parole à nos membres du jury pour qu'ils puissent, elles et ils, puissent se présenter. Bonjour, merci. Je suis Christelle Collère, je suis adjointe au maire de Strasbourg en charge des questions de nature en ville et d'environnement de manière globale. Je suis présidente d'une entreprise publique locale qui est RGDS, donc qui gère les réseaux de gaz à l'échelle du Grand Est. Et je suis par ailleurs vice-présidente de la Fédération des entreprises publiques locales du Grand Est. Merci pour cette présentation complète. Bonjour, Caroline Barrière. Je suis vice-présidente en charge des finances de l'Eurométropole de Strasbourg, présidente de la société Parcus qui fait du parking et qui a toujours plaisir à rencontrer des startups parce qu'il y a plein d'innovations à trouver au niveau des parkings. Je suis aussi membre de la Fédération nationale des entreprises publiques locales. Bonjour, je suis Claire Dubois, je fais de l'accompagnement à la création reprise d'entreprise au sein de la Chambre de commerce de Strasbourg, mais également de l'accompagnement de jeunes entreprises qui ont globalement moins de 5 années d'activité. Bonjour, Julien Vanacker, je représente une couveuse d'entreprise qui s'appelle Créacité en Alsace et on est un opérateur d'accompagnement à la création qui proposons le test d'activité. Merci à tous les 4. Je pense que vous avez conscience de la grosse responsabilité qui est la vôtre. Je vous donne quand même les noms des 3 candidats. Donc, se présentera d'abord devant vous la société Libero.net, ensuite la société MyFood et ensuite la société Tomaro. Voilà, qui ont été briefés, qui savent que j'ai un rôle impitoyable, c'est celui de maître du temps. Donc, dès que je commence à agiter les bras dans tous les sens, vous saurez qu'il faut vous arrêter. Donc, je laisse la parole dans un premier temps à la société Libero.net pour venir présenter son activité. Alors, bonjour à tous, je suis Anne-Claire Mittelberger, chargée de marketing digital chez Libero.net. Alors, je vais commencer ce petit speech par vous poser une question. C'est est-ce que vous avez des secrets? Donc, par ça, j'entends tout simplement des données confidentielles dont vous n'avez pas envie qu'elles se retrouvent aux yeux de tous. Nous, chez Libero, ce qu'on va vous proposer justement, c'est de pouvoir partager et stocker du coup ces données-là sensibles. Alors, pourquoi on s'est positionné sur ce marché-là? C'est assez simple parce que déjà, peut-être que vous-même, vous en avez été victime. La plupart des entreprises au cours des 12 derniers mois ont subi une cyberattaque. À cela, on va ajouter tout ce qui est réglementation, donc notamment au niveau des EPL. Je pense que vous avez été pas mal briefé sur tout ce qui est RGPD, la protection des données. Alors en plus, ces réglementations, des fois, ça peut donner lieu à des amendes qui sont relativement importantes et qui peuvent faire peut-être un peu peur. Et du coup, on voit bien que ce marché de la protection des données, des entreprises qui
propose du coup un service dans ce domaine-là. C'est un marché en pleine expansion. Donc, on est parti de ce constat et on a développé du coup un drive donc, qui permet, en fait, c'est un véritable coffre-fort numérique qui va vous permettre de partager des fichiers, des données confidentielles, mais aussi de les stocker. Donc, vraiment avec un très haut niveau de sécurité. Et en plus, ça va être fait en toute simplicité, donc c'est-à-dire sans changer tous les processus que vous avez dans les entreprises et surtout sans logiciel. Alors pour ça, on s'est basé, du coup, notre produit se base sur 4 piliers. Donc déjà l'ergonomie, parce qu'on sait que dans les entreprises publiques notamment, les utilisateurs n'ont pas tous le même niveau en informatique, donc ça, on va vraiment avoir un drive avec une interface très simple et très facile à utiliser. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans logiciel, donc c'est aussi un point assez intéressant. Vous allez pouvoir partager des données en interne ou en externe avec vos prestataires sur tout type de fichiers. Ensuite, il faut savoir que nous, on est une start-up ici de la recherche publique, de l'INRIA et du CNRS, ce qui fait que pour créer du coup les algorithmes de notre technologie, on a travaillé en vrai avec les meilleurs chercheurs du coup issus de la recherche publique au sein de l'INRIA et du CNRS. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un chiffrement de bout en bout par la cryptographie web. Alors en fait, en gros, nous, à partir du moment où vous allez mettre vos fichiers dans le drive, ils vont tout de suite être chiffrés. Donc ça, c'est déjà un point fort par rapport à nos autres concurrents, parce que la plupart, en fait, ils envoient vos données sur le serveur, mais en clair. Donc en fait, il y a quelqu'un qui arrive et un hacker, pas forcément avec un très haut niveau de connaissance, il peut tout de suite avoir accès aux données, les voler et puis les revendre à qui veut. Donc nous, elles sont chiffrées dès le départ, donc déjà impossible à décrypter après. Ensuite, la sécurité, elle est en plus renforcée par notre technologie, pour laquelle nous avons déposé un brevet avec l'INRIA et le CNRS. Donc en fait, c'est un système de recouvrement des accès quand, par exemple, vous avez un utilisateur qui a perdu ses clés d'accès. Donc ça arrive assez souvent, hein, on a tous plein de mots de passe, c'est un peu compliqué à tout gérer. Donc du coup, par ce recouvrement-là, en fait, vous allez avoir plusieurs administrés, plusieurs utilisateurs qui ont du coup la possibilité, si vous perdez vos accès, de vous redonner accès. Donc contrairement à la plupart des entreprises, ce n'est pas votre unique DSI qui a tous les accès en fait. Là, ça va être entre plusieurs personnes. Et du coup, vous avez plus ce risque humain, c'est-à-dire qu'un hacker, il va d'habitude, en fait, il va plutôt cibler le DSI, il sait qu'il aura les accès, il peut le hacker et puis avoir tous les accès. Là, c'est répertorié sur plusieurs personnes, donc beaucoup plus dur à hacker. Et enfin, on va vous proposer une gestion simplifiée, donc au niveau du coup de votre service SI, parce que c'est la cryptographie pour une entreprise, c'est assez compliqué à gérer, à mettre en œuvre. Nous, comme tout est fait dans notre interface, en fait, vous n'aurez plus du tout à gérer cet aspect-là. Ensuite, on vous propose un produit qui est vraiment conforme au RGPD, donc pour tout ce qui est du coup confidentialité des données et sécurité. Donc du coup, c'est aussi un avantage pour vous parce que vous n'avez plus besoin de vous poser des questions là-dessus. Alors par rapport aux entreprises publiques, puisqu'on est là aujourd'hui, on est là pour ça. Donc en fait, ça va pouvoir être utilisé un peu à tous les niveaux, sur pas mal de secteurs. Donc par exemple, tout ce qui est prestations pour les personnes handicapées, ou alors pour tout ce qui est prestations pour les aides pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile, tout ce qui est bailleurs sociaux, donc les dossiers à fournir avec les revenus financiers et puis sur la famille personnelle. Aussi au niveau de l'éducation, donc tout ce qui va être dossier scolaire par exemple d'un élève avec des informations peut-être assez confidentielles de santé ou situation dans sa famille. Et puis aussi au milieu médical, donc par exemple pour les médecins qui travaillent dans plusieurs établissements pour avoir un accès un peu à toutes les informations sur les différents hôpitaux où ils travaillent. Donc pour résumer rapidement, nous on va vous proposer une solution pour partager en interne et en externe vos données avec un très haut niveau de sécurité grâce à la cryptographie et au chiffrement de bout en bout. Étant donné que les entreprises publiques, le domaine de la finance et la santé, vous êtes amenés à gérer des données sensibles de vos administrés, financières, personnelles et sociales, nous, on s'est vraiment axé sur ce public-là.
Nos produits, on va les vendre en vente directe par biais d'un commercial ou en indirect avec des revendeurs, donc avec notamment un programme de partenariat qu'on a mis en place. On essaye du coup de communiquer tout autour de notre projet et de notre technologie, donc online via les réseaux sociaux, référencement, site web, mais aussi offline justement en participant à des événements comme celui-ci, être membre de clusters et des conférences du coup sur tout ce qui est cybersécurité. Et du coup, en fonction de nos tarifs, on va pouvoir s'adapter en fonction du besoin du client, nombre d'utilisateurs dont il aura besoin, la taille, etc. Notre équipe aujourd'hui, alors on est déjà 6 personnes, donc dont nos 2 fondateurs, donc experts, on va dire ingénieurs, et puis experts en cryptographie, et puis déjà 2 développeurs à l'heure actuelle, Alexandre qui est avec moi sur le salon aujourd'hui, Sandrine qui va donc gérer tout ce qui est partenariat, moi-même pour la partie marketing digital et communication, et on attend du coup un 2e commercial la semaine prochaine, normalement, s'il va bien. Donc aujourd'hui, on voudrait aussi remercier nos partenaires et nos investisseurs, donc nos partenaires académiques, donc forcément l'INRIA et le CNRS, avec qui on a beaucoup collaboré, et puis l'ensemble du coup des clusters et investisseurs qui nous ont aidés et qui ont eu confiance en nous. On a déjà pu avoir quelques clients, comme vous pouvez le constater. On les remercie aussi du coup pour la confiance qu'ils nous ont fait et puis pour le travail qu'on effectue avec eux. Donc déjà au niveau bancaire, donc la Société Générale au Luxembourg, et puis ce qui vous intéresse peut-être plus aujourd'hui au niveau public, donc le département de Meurthe-et-Moselle, chez qui on a installé notre drive il y a déjà quelques semaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir respecté le timing aussi qui était imposé. La parole est aux membres du jury. Qui a envie de poser la première question ? Alors, merci pour votre présentation. Donc, vous avez déjà quelques clients au sein de la start-up. Est-ce qu'on peut vous demander quelques chiffres par rapport notamment au chiffre d'affaires qui a déjà été réalisé ? À l'heure actuelle, là, je n'ai pas les données là en tête, et je ne suis pas du coup sur la partie forcément commerciale, du coup ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, on a commencé quand même assez récemment à avoir ces clients-là, parce que du coup, la Société Générale, on est en train de développer avec eux, là, à l'heure actuelle. Et puis le conseil départemental, on a installé juste ça il y a quelques semaines. Après, ces clients-là, en fait, c'est des petites entreprises qui vont utiliser du coup le chiffrement directement dans leurs produits à eux. Donc c'est assez récent aussi, notamment avec Strange Chain. Si je ne me trompe pas, ils l'ont mis en place il y a 2 semaines, Alexandre ? Voilà, c'est ça. Et puis du coup, les 2 là, c'est des revendeurs en fait de logiciels au Luxembourg et à l'international, notamment aux États-Unis. Merci. Merci. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question concernant, vous citez plusieurs fois le CNRS et l'INRIA, oui. Où il y aurait une partie du produit ou du concept qui aurait été développé. C'est aujourd'hui, quel est le lien aujourd'hui avec le CNRS et votre structure juridique ? Du coup, je ne l'ai pas dit là, parce que du coup, par rapport au timing. Alors, en fait, on a Bertrand, donc un de nos fondateurs, qui était du coup responsable du service donc sécurité à l'INRIA, à Nancy. Donc déjà, on avait déjà le pied là-dedans par Bertrand. Et puis, donc là, il travaille encore pour l'INRIA au service développement. Et du coup, on travaille, du coup, il a pu travailler en collaboration du coup, avec des chercheurs du coup, de CNRS et de l'INRIA, du fait que lui-même est en fait, employé par l'INRIA, en fait. Après, je ne sais pas si j'ai répondu. Libéraux ? Oui, ça reste une entreprise privée qui a bénéficié, en fait, on va dire, de son réseau et du coup, et de ses liens par Bertrand, du coup, avec l'INRIA et les CNRS pour pouvoir, du coup, développer la technologie là et les algorithmes qu'on utilise par rapport à la cryptographie, en fait. Oui. Si j'ai bien compris votre présentation, ce qui vous différencie, parce que le chiffrement, ça existe déjà, c'est véritablement la simplicité d'utilisation. Alors en fait, ce qui va nous différencier, oui, la simplicité d'utilisation pour vos utilisateurs, c'est sûr. On a le chiffrement de bout en bout, comme je vous l'ai dit, le fait qu'on chiffre tout de suite en fait sur votre ordinateur, parce qu'il y a d'autres concurrents qui font aussi des systèmes de drive. Eux, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas chiffré tout de suite en fait. Donc votre donnée, elle arrive en clair sur le serveur.
Et du coup, n'importe qui, enfin voilà, qui a un peu des connaissances en informatique, peut y aller, peut récupérer les informations et y a accès. Et du coup, ceux qui vous proposent ces services-là aussi, eux-mêmes ont accès à l'information en clair. Alors que nous, comme on va la chiffrer directement, quand vous allez le mettre sur le drive, nous, elle va arriver déjà chiffrée sur votre serveur. Donc, oui, vous pouvez voir l'information, mais elle est chiffrée, donc il n'y a pas d'intérêt. Et nous-mêmes, en fait, on n'y a pas accès, elle est aussi chiffrée pour nous. Donc, c'est vraiment que vous, et puis l'utilisateur avec qui vous allez partager l'information, la donnée, qui pourra la lire. Après, on a notre brevet aussi pour tout ce qui est recouvrement des clés, qui est aussi assez unique, puisque, comme je vous l'ai dit, souvent, le problème, c'est que le DSI, lui, il a accès à toutes les données, et c'est lui qui a les clés pour pouvoir décrypter tout ça. Et du coup, le fait que nous, on mette les clés on les divise, si vous voulez, on les fractionne entre plusieurs personnes, forcément, un hacker qui va essayer de rentrer dans votre système, ça va être plus compliqué pour lui, parce que du coup, il faut trouver les bonnes personnes. Alors qu'à l'heure actuelle, si vous donnez toutes les clés à votre DSI, lui, de toute façon, c'est la première personne qui va cibler, en fait, automatiquement. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une dernière question? Tout est clair pour vous? Super. Merci beaucoup Anne-Claire de Libero.net. On peut la réapplaudir. Et on laisse la place à MyFood. Bonjour à tous. Mathieu Urban, cofondateur de MyFood. Nous sommes une start-up dans l'agriculture urbaine. Notre mission est de reconnecter les citoyens à leur alimentation. Alors, je remercie le congrès, l'organisateur du congrès de nous avoir invités, donné cette opportunité de présenter la société aux EPL, à la fédération et à la BPI d'avoir fait un sourcing avisé. Je pense qu'il n'y a pas, je pense que vous allez convenir qu'il n'y a pas une semaine où on n'a pas à la télévision, dans les journaux ou ailleurs, un scandale sur l'alimentation, entre le glyphosate, entre les scandales sanitaires, entre l'agriculture intensive, entre les circuits longs, entre la pollution plastique, j'en passe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une thématique de société essentielle. L'alimentation nous concerne tous, on mange tous. On a tous des enfants et on est tous aujourd'hui préoccupés de la manière dont on consomme et la manière dont on va continuer à consommer à l'avenir. Je suis un urbain d'origine. J'ai choisi d'aller habiter à la campagne pour me mettre au vert, pour manger mieux avec mon potager. Donc je suis parti de Strasbourg pour aller prendre une petite maison sur la route des Vins, près de Guervillers, dans un coin très très charmant où je me suis dit, là c'est bien, je vais être dans un coin idéal pour avoir un potager et manger correctement, sauf que je me suis retrouvé à côté d'un viticulteur qui nous arrose plusieurs fois, quasiment tous les mois en période d'été, et où je ne peux pas utiliser mon potager. Et si je sors à l'extérieur avec ma fille et mon épouse, elle se retrouve avec des eczémas, des migraines terribles, et on peut même plus utiliser notre jardin alors qu'on est en pleine campagne. Et après, effectivement, on a encore l'audace de penser que tous ces produits ne finissent pas dans l'alimentation qu'on mange. Donc, moi, je suis parti de l'industrie avec ce constat qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur l'alimentation. Il y avait vraiment un problème à résoudre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait face à ce système agroalimentaire qui détruit nos sols, ne nourrit plus les gens correctement? Les gens ont envie de reprendre la main sur leur alimentation. Alors, comment faire aujourd'hui? Qu'est-ce que font les gens? Ils vont aux AMAP. Ils vont manger bio, on cherche effectivement des producteurs à qui on a confiance. Il n'y a pas même les labels aujourd'hui, on se rend compte que les gens se posent des questions sur les labels. Alors la solution ultime, ça va être l'autoproduction alimentaire. Les gens vont essayer de refaire leur propre nourriture, tant bien que mal, avec quelques carrés potagers, soit chez soi, soit dans des jardins partagés dans les villes, ou éventuellement sur des projets un peu plus large, mais globalement, les gens ont du mal à réatteindre une forme d'autonomie alimentaire qu'on peut voir en Asie, qu'on peut voir en Europe de l'Est, qu'on peut voir en Amérique du Sud, où les gens sont encore en capacité de faire leur propre nourriture et sont à côté, soit en marchant ou autre. Donc face à ce constat, on s'est rendu compte que la solution ultime pour être sûr de ce qu'on mange, c'est faire sa propre nourriture. On a conçu une serre connectée
de 22 mètres carrés pour nourrir une famille toute l'année. Donc sur 22 mètres carrés, on va produire 60-80% du besoin de légumes d'une famille sur une très petite surface. Lorsqu'on ne connaît rien à la culture, lorsqu'on n'a pas le temps, parce qu'on a un métier, hein, ceux qui ont un potager savent ce que c'est le temps que ça prend et de ne pas avoir le droit de partir en vacances. Et quand bien même, voilà, on a perdu le savoir. Aujourd'hui, les gens ne savent plus, très peu de gens savent encore cultiver. Donc, on vient avec cet outil, avec un service. Il y a un aspect connecté à la serre, forcément, parce que, comme dit, les gens ne savent plus aujourd'hui cultiver. Par des algorithmes, par de l'analyse, par des capteurs, on vient mesurer ce qui se passe dans la serre et on vient informer l'utilisateur sur la manière de cultiver. Alors, on cultive à la verticale. Pour ceux qui connaissent l'aquaponie, en fait, on utilise l'eau des poissons pour fertiliser des colonnes de culture verticale. Donc, c'est une technique assez peu connue. Je ne sais pas qui connaît l'aquaponie ici, levez la main. Ah, si, quand même. Voilà, effectivement. Et ça permet d'avoir une culture qui soit écologique, naturelle, biologique, qui permet d'utiliser très peu d'eau, 90% moins d'eau que du jardinage, ce qui permet d'avoir un système qui est automatisé. En fait, en gros, vous venez, vous prenez vos semis, vous plantez, vous récoltez, vous n'avez quasiment rien à faire, vous venez remettre de l'eau, donner de la nourriture aux poissons, vous pouvez produire du poisson. Et donc, vous avez pour une famille toute l'année des salades, des légumes, des fruits, des tomates, des concombres, des courgettes, des radis, des navets, j'en passe. Vous pouvez quasiment tout faire dans la serre. Et vous y passez pour une famille à peu près 1 heure par semaine. Donc c'est négligeable et si vous n'y connaissez rien, vous pouvez vous lancer. La plupart de nos clients aujourd'hui n'y connaissent absolument rien. Alors on est là aussi aux EPL parce qu'en fait on pensait déjà initialement nourrir les familles. D'abord les familles, effectivement, c'est 50% de nos clients, mais en fait on est venu nous voir des collectivités, des mairies, des écoles, des restaurateurs, des hôteliers, des maisons d'hôtes, des maisons de retraite. On a inauguré toute une série de mairies en région parisienne. Là, vous avez la mairie de Livry-Gargan, la mairie de Sevran, là, on vient d'inaugurer hier la mairie de Blanc-Ménil qui a installé 3 serres pour refaire de la pédagogie aux enfants, pour voir comment ça pousse un légume. On installe des serres là, à Saint-Pierre, ici en Alsace, pour une maison de retraite, pour que le lien entre des seniors qui jardinent beaucoup et qui se retrouvent en maison de retraite ne soit pas du jour au lendemain cassé et que les gens puissent toujours avoir un accès à la culture de manière beaucoup plus ergonomique. Donc du coup, on diminue en fait, l'aspect médicamenteux et on remet un aspect sensoriel par la culture. On a installé des serres pour des hôteliers, pour des promoteurs immobiliers qui veulent faire du collectif. On a installé une serre pour du co-living, un projet qui s'appelle La Casa, où à Paris, ça se fait maintenant, les gens se rassemblent, c'est un peu communautaire. Et puis on a mis une serre pour qu'il y ait une sorte de serre partagée. Chacun a un bout de sa serre et puis peut avoir des légumes qui sont produits localement. On a une gamme qui s'étend de solutions de balcons qui peuvent même aller en intérieur avec des LED, des serres de terrasse, on va appeler la City, des serres familiales de 22 mètres carrés qu'on peut installer sur des toitures, sur des parkings, sur des sols pollués. On est en sol, on peut l'installer n'importe où, il faut juste un sol plat et de la lumière. Et il y a des serres un peu plus grandes qui peuvent faire des espaces, une double serre où on peut faire un espace de vie ou pour une entreprise, une salle de réunion et un jardin, un potager d'entreprise pour les employés. Nombre d'applications très large. Voilà, donc on est une start-up de Molsheim, et ça fait 4 ans qu'on existe et on est en pleine croissance, ça se développe très bien. On a plus de 200 serres déployées maintenant en Europe, à l'international, beaucoup aussi au Moyen-Orient, au Canada, dans les zones où c'est compliqué de produire des légumes, dans des zones polluées, dans les villes. Enfin voilà, on a vocation à redonner aux gens la capacité de faire sa propre nourriture et décentraliser la production alimentaire aujourd'hui industrielle et intensive vers des petits hubs de production alimentaire dans les villes, avec les citoyens. Voilà. Le projet MyFood, je vous remercie. Merci beaucoup. Heureusement que vous ne l'avez pas présenté avant le repas parce que ça aurait créé une émeute, je pense. Donc là, le fait qu'on ait mangé, je pense que voilà, tout le monde était plus apaisé pour écouter ce que vous aviez à nous dire. Et tout le monde aurait regardé dans son assiette ce qu'il mangeait avant, ça n'aurait pas été possible non plus. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez poser une question? Si j'ai bien compris, votre système de serre fonctionne sans énergie du tout.
Il faut juste de la lumière et... En fait, d'un point de vue énergétique, on a une serre qui tourne sur 80 watts, donc c'est une grosse ampoule, et soit on raccorde au réseau, soit on met des panneaux solaires. D'accord. Merci. Merci. Moi, je trouve que c'est une super présentation. J'irais bien une serre comme ça chez moi. On n'est pas possible. loin, hein, je pense. J'habite à Heiligenstein, donc on est quasiment Ouais. voisins. Ouais. Vous parliez effectivement des viticulteurs et l'aspect pollution un petit peu. La serre, elle est connectée. J'ai pas très bien compris ce qu'apportait le. Alors j'ai vu que c'était pour les débutants, mais finalement la connexion, ça mange du serveur, hein, il y a de l'hébergement, enfin ça pollue aussi derrière, ce que coûte aussi en énergie, ne serait-ce qu'un mail. J'aurais juste, vous pouvez préciser en quoi ça apporte le côté connecté, parce qu'une serre je vois, les légumes je vois, et voilà, ce que ça apporte aux débutants ou aux néophytes. Aujourd'hui, personne ne connaît l'aquaponie, et en fait, c'est une méthode de culture qui rend la culture ultra simple. Mais pour l'appréhender, il faut mesurer des paramètres, notamment le pH de l'eau, où il doit y avoir un équilibre pour les poissons, pour les légumes. Il y a les paramètres climatiques, la température de la serre, l'hydrométrie. Donc tous ces paramètres-là, on va faire de la petite donnée. Donc sur les serveurs, c'est très léger, parce qu'en fait, on vient prendre une petite donnée toutes les 10 minutes. On l'envoie par connectivité Sigfox, donc ça part directement sur le cloud sans passer par la maison. Et là, une intelligence artificielle va comprendre ce qui se passe dans la serre et dire à l'utilisateur, attention, pic de température, variation de pH, il se passe ça, il y a des algues dans l'eau, donc il faut intervenir, il faut faire ça. Et ça permet, c'est pas de l'asservissement, donc ça va pas actionner des éléments dans la serre à distance. Par contre, ça va dire à l'utilisateur ce qui se passe et quoi faire. Si à un moment donné, il y a une panne Internet, la serre fonctionne toujours. Mais par contre, c'est une aide fondamentale. Et nous aussi, nos agronomes à distance, on a un parc de serres installé. Plus on collecte de la donnée, plus on comprend ce qui se passe, et plus on améliore le produit. Et plus nos agronomes à distance, quand quelqu'un dit il se passe ça, du coup, on a la donnée, on peut dire ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. D'après votre présentation, vous avez dit que vous étiez déjà présent à beaucoup d'endroits, à l'international. C'est quoi votre besoin aujourd'hui en tant que start-up ? C'est se faire connaître. Aujourd'hui, très peu de gens nous connaissent, alors qu'on est déjà, on s'est développé beaucoup de manière nationale et internationale par les réseaux sociaux, mais finalement très peu localement. Donc on s'est rendu compte qu'on a été un peu médiatisé de manière nationale et on a installé des serres un peu partout, mais ici dans la région, on nous connaît assez peu. Et on n'a pas fait nous aussi l'effort de développer un réseau local. Donc on essaye de se faire connaître et que ça devienne, en fait, l'autoconsommation devienne pour nous un mouvement de société, parce qu'on est convaincu que d'ici, on va être 70% de la population dans les villes d'ici 2050. Il va falloir qu'on trouve des solutions d'autoproduction en local pour les citoyens dans les villes, sinon on va avoir des problèmes. Donc on essaye vraiment de travailler à notre notoriété et à apporter des solutions pour les villes. Merci. Encore une petite question. On a encore une petite minute, s'il y en a une. En ce qui me concerne, j'ai un appartement dans lequel il n'y a pas de balcon, pas de jardin, il n'y a même pas d'appui de fenêtre. J'habite sous les toits. Vous me proposez quoi comme solution pour l'autoconsommation ? On a des solutions en intérieur, vous allez voir, ce que je l'ai présenté juste avant, c'est nos colonnes de culture qu'on peut équiper avec des LED en intérieur. C'est pas ce qu'il y a de mieux de cultiver avec des LED, mais c'est peut-être toujours mieux d'avoir une transparence sur ce qu'on a fait pousser dans son appartement avec une culture, ce qu'on appelle la bioponie, donc c'est des engrais végétaux naturels. C'est peut-être toujours mieux, effectivement, d'avoir cultivé ça en intérieur que peut-être de consommer des salades qui viennent, je sais pas, du sud de la France, j'en sais rien, qui est passé par Rungis, qui a fait le Tour de France avant d'arriver dans votre assiette, qui a plus de fraîcheur. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que on perd quasiment plus de la moitié des vitamines quand un légume a été récolté après plusieurs jours. On perd toute la fraîcheur. Et ça, c'est essentiel de manger frais. Excusez-moi, par rapport à l'installation, quand Oui. on est particulier, comment ça se passe ? Est-ce que, alors on achète sur Internet, on est livré et on se débrouille ou voilà. La serre, là, ça met à peu près 1 ou 2 jours à installer.
On a des vidéos sur YouTube de montage, vous regardez, vous estimez, vous dites « Ah, ça, je sens que je ne vais pas réussir à le faire », donc on envoie un installateur en facture, ou alors si vous êtes un peu bricolo, vous le faites. Et après, on rentre dans l'aspect communautaire que je n'ai pas évoqué, mais c'est le cœur de MyFood, c'est qu'on a le même produit installé chez tout le monde, donc tout le monde s'entraide sur une plateforme connectée, tout le monde partage au quotidien, dire « J'ai ma question, j'ai ça », on a ses réponses, donc on est complètement soutenu dans l'expérience. Il y a un wiki communautaire, il y a des vidéos, des webinars, on a toute une armada d'outils pour accompagner les gens dans cette expérience. Merci. Allez, la toute dernière. Si vous avez d'autres questions, je vous propose de les poser à la fin. Ou venir nous voir après. Voilà. En termes d'aquaponie, on peut produire n'importe quel type de légumes et toute l'année, ou c'est aussi une production saisonnière? Non, on respecte les saisons. On respecte les saisons. Le facteur limitant dans les croissances des végétaux, c'est la lumière. Donc on ne peut pas faire du basilic, des tomates janvier-février, c'est pas possible. Donc on a quand même besoin de la lumière. Par contre, vu qu'on est dans une serre, on est beaucoup plus large. On peut commencer les cultures plus tôt, les terminer plus tard. Et on a toujours des variétés qu'on peut faire sur toute l'année. Donc en hiver, on va pouvoir faire de la roquette, de la mâche, des navets, de la salade. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, des choux, plein de choses qu'on peut faire en hiver. Et on peut quasiment tout faire au global dans la serre, sauf des légumes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Vous allez rajouter par exemple des pommes de terre, ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça dans la serre. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Je vous en prie. On vous réapplaudit une dernière fois. Et on passe au troisième projet, Tomaro. Bonjour tout le monde. Donc je suis Jacques Noël, je vais vous parler de la société Tomaro et plus précisément donc du produit Energy News qui va permettre donc de gérer dynamiquement les flux d'énergie sur un périmètre défini. Donc en fait, au départ, l'idée c'était de contribuer et d'accompagner la transition énergétique, notamment pour atteindre certaines ambitions qui avaient été affichées par différents territoires, qui étaient de couvrir 100% l'ensemble des besoins locaux par une énergie propre, sûre et accessible à tous. Donc quand on a commencé avec nos compétences, nos ressources et nos petits bras et notre jus de cerveau, ce que l'on pouvait mettre à disposition de cette démarche-là, c'était nos compétences en informatique et plus précisément en mathématiques appliquées, modèles numériques et data science. Et on s'est donc très vite focalisé sur ce qu'on appelle les smart grids depuis déjà un certain temps, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui permettaient donc d'aller à n'importe quelle maille de territoire, permettre à un gestionnaire de pouvoir gérer de façon dynamique, proactive, les flux d'énergie qu'il pouvait anticiper, de telle manière à lui laisser le temps de calculer et d'affecter les flux d'énergie en fonction donc d'un certain nombre de règles, en fonction notamment d'un coût d'exploitation ou d'un retour sur investissement ou d'une empreinte écologique. Enfin bon, on pouvait avoir un certain nombre d'objectifs. Bien entendu, il fallait donc concilier sécurité d'approvisionnement avec un coût d'exploitation qui soit accessible à tous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se focalisant sur les énergies variables, les énergies renouvelables issues de recyclables ou de récupération, ce sont des énergies qui ont des caractéristiques un petit peu différentes de celles qu'on appelle conventionnelles ou traditionnelles. Elles sont peu commandables, elles sont variables, elles sont difficilement programmables. Et aujourd'hui, donc, sur l'échelle que l'Agence internationale de l'énergie a pu faire il y a quelque temps, clairement, en France, on se situe aujourd'hui sur une zone de confort, hein. On est à quelques pourcentages d'intégration des énergies variables dans notre mix énergétique. Donc, aujourd'hui, on ne le voit rien. Par contre, c'est au fur et à mesure donc, qu'on va passer les différents paliers, où on voudra atteindre 50%, par exemple, d'énergie variable dans notre mix énergétique. Là, il va falloir faire avec les éléments variables
et avoir des capacités de flexibilité. C'est ce sur quoi donc, nous avons travaillé essentiellement. C'est comment donc, piloter, gérer un système énergétique quand on est approvisionné par des sources variables et massivement ou majoritairement par rapport donc à cette loi physique qui est qu'à un moment donné, à tous les moments, on doit avoir une égalité parfaite entre l'énergie appelée et l'énergie disponible. Si vous appelez de l'énergie à un moment donné, le rôle d'un gestionnaire de l'énergie, c'est de faire en sorte que vous ayez de l'énergie au moment où vous l'appelez. Et c'est tout le métier, tout le travail, donc sur lequel on a travaillé, qu'on a modélisé et sur lequel on a basé nos systèmes algorithmiques. Donc en fait, c'est une démarche qui privilégie la proximité avec les différentes parties prenantes pour beaucoup de raisons. On se situe donc dans les circuits courts, l'économie circulaire, où les ressources locales sont destinées à couvrir des besoins locaux prioritairement, et où on va essayer donc de valoriser les différents gisements dont dispose n'importe quelle maille de territoire pour couvrir ces besoins qui sont spécifiques à chaque maille de territoire. Donc il y a un travail d'ingénierie, de modélisation au départ, mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que chaque maille puisse avoir une gestion dynamique et qui puisse coopérer avec les réseaux extérieurs, avec d'autres mailles ou avec les opérateurs publics. Donc ces travaux ont d'abord été des travaux scientifiques, je vous l'ai dit, des mathématiques et de physique. Et aujourd'hui, on dispose donc de prototypes, de systèmes algorithmiques qui ont pu être testés avec des données réelles dans différentes configurations et qui nous donnent satisfaction pour pouvoir envisager de continuer. Donc la prochaine étape actuellement de notre feuille de route de R&D, c'est de mettre en place les conditions socio-politiques d'un tel gestionnaire local de l'énergie. Vous avez peut-être entendu parler de communauté énergétique locale, vous avez entendu parler d'autoconsommation collective. Quand on veut dépasser le simple bâtiment ou même l'ensemble immobilier, une copropriété, quand on veut dépasser, qu'on veut aller intégrer l'espace public, on veut intégrer les bâtiments publics, etc. Là, on est sur des mailles, des périmètres, qui nécessitent donc d'inventer de nouvelles règles d'affectation de l'énergie, de répartition des charges, des revenus. C'est un travail qui est à inventer et on veut préfigurer un petit peu ce qui sera être transposé dans le droit français concernant donc cette notion qui est aujourd'hui une directive européenne des communautés énergétiques locales. Donc enfin, la valeur pour un territoire qui veut être partenaire d'expérimentation avec nous sur ces sujets-là, c'est déjà de mettre en place des conditions qui permettent de bâtir, de construire, de rénover le futur tissu urbain, périphérique, local, rural, etc. On anticipe un petit peu donc toutes les futures réglementations pour les bâtiments, futures réglementations d'aménagement, et on veut travailler sur les objectifs de développement durable, notamment donc l'objectif numéro 7, mais aussi sur d'autres objectifs qui sont plus ou moins... Pardon. Notre engagement, c'est de fournir un outil aujourd'hui qui permet de co-construire cette communauté énergétique, de définir des règles de gestion, la gouvernance de ces communautés énergétiques locales, et qui permettrait donc de tester différents scénarios technico-économiques en essayant de simuler des actifs différents, des options qui seront possibles. Au bout du compte, l'idée, c'est véritablement de disposer d'un outil de planification, de contrôle-commande intelligent, un outil qui permet, sur différents horizons temporels, de planifier les flux d'énergie qui seraient disponibles, qui seraient demandés au sein d'un périmètre donné, et véritablement de diminuer les coûts d'exploitation et d'augmenter le retour sur investissement. Sans parler
des gains sociaux que l'on peut avoir ou des gains environnementaux. C'est la promesse que l'on peut faire aujourd'hui. Dans l'état de l'art, on peut dire que ce type d'offre, cette prémisse d'offre en tout cas, s'appuie sur des briques techno qui se conçoivent durables, dans le sens où elles sont faciles, elles sont rapides à installer, et surtout donc elles ont la capacité à évoluer en même temps que le territoire qui est hypervisé. Donc c'est un gage de durabilité et d'obsolescence non programmée, a priori. C'est un outil qui a une durée de vie comparable au système énergétique qui est mis en place au niveau des bâtiments, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années. Jacques, une petite minute encore? C'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Donc à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Alors, bravo pour votre présentation qui fait rêver. On sent qu'il y a des années devant nous encore pour atteindre tout cela. Mais concrètement, c'est, si j'ai bien compris, une sorte de modèle mathématique que vous proposeriez de tester auprès de collectivités, par exemple, qui gèrent des réseaux de chaleur, qu'elles souhaitent effectivement intelligents, avec un mix énergétique, effectivement. J'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous vous êtes, pour le coup, rapproché d'opérateurs de l'énergie pour essayer d'affiner votre modèle? On a commencé avec les opérateurs. En fait, si vous regardez ce genre d'outils, c'est des outils qui sont aujourd'hui conçus à la maille minimum nationale, voire européenne. Aujourd'hui, clairement, c'est le rôle de RTE aujourd'hui que d'être garant de cet équilibre offre-demande en tout point du territoire, à tout moment. Ils se doivent d'avoir... c'est eux qui sont garants d'une qualité de service auprès des Français. Avec toutes les questions liées au stockage de l'énergie. Voilà. Donc, la seule... on a décliné cette compétence-là pour toute maille de territoire et surtout pour tout vecteur d'énergie. Parce que je parle de RTE, donc c'est classiquement l'électricité, essentiellement l'électricité, mais c'est un vecteur qui a de plus en plus d'importance, mais on ne peut pas faire abstraction des complémentarités qui peuvent exister avec les autres vecteurs. Vous avez parlé de réseau de chaleur, on peut parler aussi de gaz. On peut transformer de l'électricité en gaz et réciproquement du gaz en électricité, en sachant que l'un est plus facilement stockable que l'autre, qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Notre principale volonté, c'est que les élus et les différentes parties prenantes d'un territoire s'emparent de ces questions-là, puissent avoir suffisamment d'atouts en main pour jouer de façon claire sur les implications, les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de tel ou tel choix que l'on peut faire pour son territoire, en mettant l'accent sur ressources locales versus les besoins locaux. Et vous avez un gisement qui est inépuisable aujourd'hui, partout, c'est les déchets. Donc là on aussi, connaît bien Strasbourg, notamment les bouts de stations d'épuration qu'on méthanise depuis 2015. C'est les premières c'est bien. Oui. Ok, merci. Une autre question. Donc pour répondre tout à fait à votre question, c'est pas simplement un modèle. Au départ, c'est la fabrication d'un modèle correspondant au système énergétique du territoire, avec les différentes options qu'on peut prendre. C'est une aide à la décision. Mais une fois qu'on a arrêté l'architecture du système énergétique, qu'on a pu tester sa flexibilité à différentes conditions, alors là, on va pouvoir le déployer et intégrer donc cette maille de gestion intelligente de l'énergie qui va permettre donc véritablement d'optimiser quelles que soient les conditions. On va optimiser, par exemple, le taux de couverture par les productions internes. On peut optimiser différents facteurs qui seront... C'est un outil de pilotage. Y a-t-il une question pour Jacques? Oui. Ah, j'arrive. Bonjour, est-ce que vous avez été soutenu par un incubateur ou encore accompagné par un incubateur aujourd'hui? Au départ, on a eu besoin
d'un court programme d'incubation. Donc pendant 3 mois, ça nous a permis d'avoir une idée à peu près claire d'un business Canva, d'une offre de valeur, etc. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et on s'est focalisé donc depuis essentiellement sur les travaux de laboratoire, sur les tests, le développement. Aujourd'hui, on ressort donc de laboratoire. On n'a plus besoin véritablement d'incubateur. On a besoin maintenant de faire des preuves de business, des preuves de concept. On a besoin d'avoir aujourd'hui vraiment un soutien des élus locaux pour mettre en place de telles organisations, qui vont préfigurer les futures réglementations à venir. Et ce que je propose donc, c'est les inventer. Les inventer à partir d'expériences terrain et qu'on puisse faire remonter ensuite à qui de droit pour éventuellement s'en servir pour la suite. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, le jury va déjà vous remercier d'abord tous les 3 porteurs de projet pour vos présentations très claires. Merci pour le verre d'eau. Hein. Je ne sais pas qui m'a apporté. Merci d'avoir respecté le timing aussi. Et désormais, le jury va se retirer pour délibérer. Et retour d'ici une petite dizaine de minutes pour avoir les résultats. À tout de suite.